Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Cette édition qui consacre son débat à l'actualité internationale des agressions sionistes, de l'entité sioniste contre les Palestiniens. L'Algérie a condamné samedi l'agression sauvage des forces israéliennes contre la bande de Gaza survenue durant la journée du vendredi passé et qui s'est soldée par des morts et plusieurs blessés parmi les Palestiniens. L'Algérie condamne énergiquement l'agression sauvage conduite par les forces d'occupation israéliennes sur le secteur et la bande de Gaza, a exprimé sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade qui s'ajoute à une série interminable de violations systématiques à l'endroit des civils, et ce en violation manifeste de toutes les chartes et décisions internationales pertinentes, a indiqué le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué rendu public. L'Algérie interpelle également, selon le même communiqué, la communauté internationale et les instances onusiennes pour mettre fin à cette agression qu'elle qualifie de criminelle, tout en réitérant sa pleine solidarité avec le peuple palestinien. L'Algérie appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, à une intervention urgente pour mettre fin à ces agressions continues, ces agressions criminelles, et imposer le respect des droits de l'homme et des droits du peuple palestinien, en tête desquels son droit inaliénable et imprescriptible à l'établissement de son État indépendant avec El-Quds pour seule capitale de cet État. De l'autre côté, le Maroc, qui choque le monde arabo-musulman, déjà avec son ignorance des événements pendant 2 jours, puis avec une réaction de son ministre des Affaires étrangères, Bourita, qui a été qualifié d'indigne et de choquante avec un communiqué plutôt qui met l'agresseur et les victimes sur le même plan. Et puis beaucoup plus que cela, en se mettant comme presque avocat de l'entité sioniste. L'Algérie qui prépare aussi le sommet du monde arabe avec des perspectives énormes pour les peuples arabes. De l'autre côté, le Maroc qui prépare juste après cet événement un rendez-vous ou un sommet des pays qui ont normalisé avec l'entité sioniste, ce qui donne un topo général et complet sur la soumission totale du Marzen à son nouveau mentor. Et pour débattre de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir par Skype M. Bédis Renissa, notre expert en politique internationale. Bonjour M. Bédis. Bonjour, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation tout au début. Les agressions de l'entité sioniste continuent sur les Palestiniens, mettant à chaque fois la communauté internationale ou essayant de mettre le monde arabo-musulman devant le fait accompli. Écoutez, je pense qu'il faut revenir un peu à la genèse des évolutions justement de cette situation, notamment finalisée par la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. L'entité sioniste, autant qu'on sache, et depuis la nuit des temps, est une entité voyou qui ne se conforme à aucune résolution onusienne, encore moins au règlement international. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait sur lequel la responsabilité du monde entier est engagée. Et à cela s'ajoute effectivement à répétition, je dirais même, on est en train de vivre du bis repetita à chaque fois, et notamment c'est la bande de Gaza qui en paye le lourd tribut, notamment par des âmes, par des enfants, par des morts réelles, factuelles. Donc il y a une violation au vu, au su de tout le monde. L'Algérie, bien évidemment, aujourd'hui, a tout de suite réagi d'une manière vive et intense et a appelé de tous ses voeux par des actes forts, notamment pour, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la réunion du Conseil de sécurité, mais au-delà de la réunion en elle-même, c'est-à-dire affronter ses propres responsabilités, que le monde voit les choses telles qu'elles sont et qu'ils prennent cette problématique à bras-le-corps et non plus faire cette politique de l'autruche que l'Algérie n'accepte plus. D'ailleurs, l'Algérie, c'est l'un des seuls pays quasiment dans le monde arabe et dans le monde global qui a réagi rapidement, suivi par l'Arabie Saoudite par la suite avec un communiqué assez sommaire. Mais l'Algérie, encore une fois, essaye de donner le ton qu'il faut, le ton juste en matière de réappropriation du droit à la paix,
à la vie paisible, au développement des Palestiniens par le retour aux fondamentaux, notamment la restitution de la liberté et de l'indépendance de la Palestine. Mais, encore une fois, à cela s'ajoutent certains facteurs, comme vous l'avez souligné tout à l'heure à juste titre, le Maroc qui fait un peu les troubles faits dans cette équation qui devient de plus en plus complexe, complexifiée par des éléments conjoncturels, notamment les différentes crises multidimensionnelles que connaît le monde, et notamment sécuritaires. Vous l'avez bien vu, il y a cette émergence du nouvel ordre, cette crise sécuritaire, notamment crise en Ukraine, cette crise également aujourd'hui à Taïwan, l'effervescence, je dirais, de certaines alliances ici et là, donc une réattribution des cartes géopolitiques dans le monde. Donc, ce qui fait que l'antité a toujours usé ou même abusé de ces défaillances, ces fragilités géopolitiques pour pouvoir rapidement restaurer un peu sa crédibilité, sa mainmise sur la Monsieur Palestine. Bédis, Bien évidemment, juste, je termine, bien évidemment, justifiant ces attaques par des attaques préventives, par son droit à la défense. Encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est mettre au même piédestal l'agressé et l'agresseur. Et ça, c'est juste impossible à concevoir. Monsieur Bédis, il y a un point très pertinent. Dans cette nouvelle agression, il y a eu une invasion de Nablus qui est sous le contrôle de l'autorité palestinienne et de Fatah. Il y a des experts dans la politique internationale qui ont fait allusion que l'entité sioniste essaie de faire payer le rapprochement entre l'autorité palestinienne ou Fatah et Hamas, le rapprochement qui a été fait à Alger. Absolument. D'ailleurs, à ce propos, je m'incline face à cette initiative, une première en son genre, je dirais, en matière de conséquences et de résultats probants. Parce que nous avons vu par le passé que c'était une chasse gardée quelque part de certains pays, notamment l'Égypte. Aujourd'hui, l'Algérie peut se targuer d'être dans la cour des grands et qu'elle puisse aussi avoir cette étiquette qu'elle a eue depuis son indépendance, c'est-à-dire rassembler et fédérer les frères dispersés. Donc, effectivement, nous avons vu, et c'est ça ce qui a un peu choqué, je dirais, et l'entité sioniste et je dirais, ces pions dans la région, notamment parce que vous savez, l'alliance ou l'union des factions, je dirais, palestiniennes, qu'elles soient armées ou politiques d'ailleurs, signifie et symbolise, si vous voulez, la fin quelque part des alibis israéliens, notamment sur la question palestinienne. Donc, c'est pourquoi tout de suite, elle s'est rapidement cherché un alibi, notamment par toujours cette même notion, ce même concept de sécurité, de droit de se défendre, d'attaque préventive, comme j'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir s'immiscer et remettre cette équation sur la table et avoir toujours, bien évidemment, l'ascendant via je dirais, son pion qui est le Royaume du Maroc, notamment par sa présidence de l'Organisation de Jérusalem, mais également par, entre parenthèses, son roi qui est le roi des commandeurs, entre guillemets, et donc pour de facto un peu celui qui est le leader du monde musulman. Ce qui est complètement faux et aberrant à la fois, puisque on sait très bien que le Maroc et le Royaume du Maroc usent et abusent de ce fonds de commerce pour pouvoir, je dirais, tirer des dividendes, notamment sur le monde arabo-musulman, et essayer, un tant soit peu, timidement, essayer de cacher justement les violations et cacher un peu cette injustice que subissent les Palestiniens et même d'ailleurs d'autres peuples comme le peuple sahraoui, puisque qui s'assemblent se ressemblent comme on dit. Donc ils partagent les mêmes, je dirais, les mêmes principes de voyous, les mêmes concept, je dirais, pernicieux et de trahison. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le Maroc n'a plus de crédibilité quelque part dans le monde musulman, dans le monde arabe. Nous l'avons vu à travers plusieurs déclarations, dont elles récemment par un diplomate palestinien qui a dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas en Palestine, notamment que le Maroc est devenu de mon point de vue aujourd'hui, une menace non seulement pour le monde musulman, pour le monde arabo-musulman, pour la région, mais également pour son propre pays, notamment, où on voit effectivement, et on pourra en parler plus en détail, je dirais, de cette tension grandissante, cette escalade de tension, qu'elle soit sociale, économique et même surtout au premier degré, contre les postures, je dirais, ou les postulats du Maroc vis-à-vis de la cause palestinienne, où le peuple marocain, le peuple frère, essaye tant bien que mal de se désolidariser par des actes francs
que nous n'avons jamais vu par le passé, que quand même le Royaume du Maroc essaie d'occulter tant bien que mal. Dans ce point bien précis, il y a le président d'une association ou d'un mouvement qui est contre la normalisation au Maroc, qui a qualifié la position, ou qui a qualifié même le ministre des Affaires étrangères marocain, de devenir un avocat ou de bien devenir un membre, qui devient un membre du gouvernement à Tel Aviv par ses agissements. Le temps que tout le monde est en train de condamner, d'essayer de faire quelque chose pour la paix au Proche et Moyen-Orient, le Makhzen avec Bourita est parti en visite et faire des réunions avec l'AIPAC à New York, d'essayer un peu de faire ce que personne n'a déjà fait avec Israël. Écoutez, je l'ai dit à maintes reprises, d'ailleurs dans votre émission, je dirais la décision en elle-même, ou le centre de gravité de la décision aujourd'hui du Royaume du Maroc, c'est délocalisé vers Tel Aviv. Aujourd'hui, je dirais que Rabat, ou le centre de décision à Rabat, est devenu un ministère lambda du gouvernement israélien. Les mots sont forts, effectivement, mais c'est la réalité. Donc, qui plus est, un ministère non régalien, pour tout vous dire. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la décision finale, même au sein même de la gestion interne du Royaume du Maroc. Ce qui explique aujourd'hui aussi un facteur, et non des moindres, très symptomatique de ce qui se passe au Maroc, c'est que le Maroc est en perdition. Le Maroc a perdu sa boussole, qu'elle soit d'ailleurs politique intérieure, politique internationale, diplomatique, économique, géopolitique. Et Donc, il culturel même. s'accroche. Pardon? Et culturel même, vu que Absolument. y a même des activistes dans l'enseignement qui sont en train de sonner une sonnette d'alarme et d'alerte contre ce qui se fait, le judaïsme qui est en train de se faire apprendre avec les petits à l'école, dans les livres. C'est très profond ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Absolument, c'est ce que j'expliquais, c'est symptomatique de la situation réelle que subit aujourd'hui le peuple marocain, parce que finalement, c'est le dommage collatéral, c'est la première victime de cette nouvelle politique, je dirais, sans aucun a priori, sans aucune gêne vis-à-vis de la cause palestinienne, mais au-delà de la cause palestinienne, du dogme musulman lui-même. Donc aujourd'hui, le Maroc essaie tant bien que mal, comme j'expliquais, de s'accrocher à n'importe quel brindille qui lui permettrait, un tant soit peu, de s'accrocher à l'arbre et d'essayer de protéger tant bien que mal, effectivement, sa crédibilité, mais surtout sa diplomatie internationale. N'oublions pas qu'effectivement, le Maroc a subi des revers à maintes reprises vis-à-vis, ne serait-ce que de l'ascendance, je dirais, ou l'émergence de la diplomatie algérienne depuis quelques années, ou plus précisément depuis l'élection du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Donc, si vous voulez, cette crispation du Royaume du Maroc, ou du Royaume chérifien, ou du Merzenne, pour être plus précis, a fait qu'aujourd'hui, il a perdu cette boussole diplomatique que nous n'avons jamais connue par le passé. On discutait tout à l'heure en off, effectivement, les AE par le passé étaient un peu l'affaire de Hassan II, qui plus ou moins essayait d'une manière subtile et pernicieuse gérer ses affaires. Aujourd'hui, nous faisons face à une espèce d'amateurisme abyssal, fondamental, qui met le Maroc aujourd'hui dans une posture très délicate, sensible, peu crédible, je dirais, incohérente même au sein même du monde occidental, mais également du monde arabo-musulman. Donc, le Royaume du Maroc essaye tant bien que mal de s'aligner ou d'accompagner quelque part l'évolution rapide de la diplomatie algérienne sur tous les aspects, toutes les victoires qu'elle a pu aussi collecter à travers plusieurs étapes. L'Algérie nouvelle aujourd'hui, effectivement, a montré le temps, comme j'expliquais tout à l'heure, mais au-delà du temps, elle a démontré aussi par des actes réels que ce n'est plus l'Algérie du passé, c'est une Algérie qui est ambitieuse, qui est audacieuse, mais surtout une Algérie qui défend les causes justes, qui défend les peuples opprimés à leur droit de se développer, de s'émanciper, à leur droit de liberté et de paix, donc partout dans le monde. Et elle l'a démontré dans la gestion de plusieurs dossiers complexes à bras-le-corps. Nous avons vu la Libye, le Mali, et d'ailleurs, récemment, par la présidente de l'Éthiopie, qui souligne cette émergence et cette locomotive de la diplomatie algérienne, qui est un exemple type, effectivement, un archétype diplomatique de ce que devrait être la diplomatie africaine, la diplomatie arabo-musulmane, et c'est ce que l'Algérie aujourd'hui remplit comme rôle pleinement.
Parfait, nous allons continuer sur cette question pertinente qui est la réaction ou pourquoi cette réaction marocaine à ce moment-là. Et nous allons continuer sur cela, mais nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers invités et spectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui consacre son dossier du débat à l'agression de l'entité sioniste contre les Palestiniens et le choc du monde arabo-musulman de la réaction marocaine très indifférente aux victimes palestiniennes. Nous continuons avec notre invité par Skype, M. Bédis Khnissa, expert en politique internationale. Rebonjour, M. Bédis. Bonjour, monsieur. Donc, nous continuons. Il y a une question fondamentale ou un point très pertinent. Beaucoup d'analystes disent que cette réaction durant la semaine passée, cette réaction diplomatique marocaine est survenue comme un résultat ou comme une réaction contre la signature, d'accords économiques nigérians et algériens et la signature aussi, le début de l'exploitation du grand gisement de Rardjbilet. Il y a des enjeux géopolitiques dans ces grands projets. L'Algérie se met comme un rond-point économique, géopolitique incontournable dans l'Afrique. Les analystes disent que tout cela est une réaction marocaine. On peut dire que c'est une hystérie, elle essaye de sortir un peu de son isolation ou son isolement total. Absolument. Ce que j'expliquais tout à l'heure, nous ne pouvons pas décorréler, si vous voulez, l'évolution de la posture, qu'elle soit diplomatique ou même politique intérieure du Maroc, vis-à-vis de l'évolution, l'émergence, le développement à tout point de vue de l'Algérie à côté. Donc, c'est intimement lié. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme j'expliquais, cette crispation. Mais au-delà de cette crispation, aujourd'hui, il y a une frustration qui est exprimée par des postures incohérentes, illogiques de la part du Maroc, que ce soit d'ailleurs sur la politique intérieure, où nous avons vu une explosion sociale qui est en train de se traduire par des actes francs, des manifestations quasi quotidiennes à l'échelle nationale du Maroc, qui demandent tout simplement le droit de vivre, le droit de se développer, le droit à l'économie, le droit à la dignité, je dirais, par des salaires décents, par une vie paisible. Versus, bien évidemment, un Maroc qui se targue, je dirais, d'une manière virtuelle dans le monde, à être un peu le leader diplomatique de quoi? C'est la question à se poser. Le leader d'une espèce d'anarchie diplomatique, le leader d'un pion qui est aux mains d'une puissance qui a un dessein beaucoup plus grand, qui le dépasse d'ailleurs, finalement, qui dépasse le royaume du Maroc et qui finalement l'utilise à bon escient pour arriver à ses fins. Ceci étant, encore une fois, l'Algérie, et je pense ça ne date pas d'hier, puisque c'est depuis 63, au lendemain de son indépendance, connaît son voisin de l'Ouest, connaît pertinemment en fait ses postures, ses desseins et ses projets, aujourd'hui qui sont beaucoup plus francs et beaucoup plus concrets après, je dirais pas sa normalisation, mais son officialisation de ses relations avec l'entité sioniste. D'ailleurs, parlons-en de cette normalisation ou cette officialisation. Rappelons les conditions dans lesquelles elle s'est faite. Donc, par un troc perdant, encore une fois, ni Trump n'a renouvelé son mandat, est aujourd'hui ici pour pouvoir défendre ce troc, et donc cette marocanisation du Sahara occidental, entre parenthèses, ni d'ailleurs l'administration qui l'a succédé, qui est l'administration Biden, n'a appuyé cette posture. Bien au contraire, elle a pris du recul par rapport à cette décision pour exprimer une espèce de fin de non-recevoir déguisée, bien évidemment, dans le langage diplomatique. Donc le Maroc... Et d'ailleurs, à l'occasion, il y a le barreau des avocats à Washington et à New York qui a demandé l'annulation de la décision de Trump concernant le Sahara occidental. Bien évidemment, c'est ce qui était logique, parce que nous savons très bien que c'est une décision qui a été faite d'une manière très populiste, un peu à la Trump. Nous savons très bien son mandat qui était assez folklorique et peu diplomatique. Donc, c'était une fin prévisible, je dirais. Et c'est ce que le Maroc, d'ailleurs, essaye
de nier et d'aller vers, bien évidemment, d'autres alliances, comme nous l'avons vu avec Israël, où, encore une fois, la normalisation ou, je dirais, l'officialisation des relations entre les pays, c'est un droit fondamental. Ceci étant, quand il touche à la sécurité d'un pays tiers, et notamment comme l'Algérie, quand on prend ce même pays pseudo-amis et voisins comme base arrière pour pouvoir attaquer un pays voisin dans sa sécurité, dans sa souveraineté, là, c'est la ligne rouge qui a été franchie, bien évidemment. Ça, la ligne que l'Algérie n'acceptera pas. Et c'est pourquoi elle a tout de suite réagi vivement dans ce sens pour Monsieur pouvoir Bediz, démontrer que l'Algérie ne permettra pas, ne tolérera aucun dépassement vis-à-vis de ses frontières ou de justement, sa sécurité. Justement, Monsieur Bediz, vous venez de mettre vraiment mettre le point sur une question pertinente aussi. Cette normalisation, l'Algérie, beaucoup d'analystes disent que le problème avec la normalisation marocaine, c'est la soumission. Ce n'est plus une normalisation. L'Algérie a en face d'elle un État, un roi qui ne règne pas, un gouvernement qui ne gouverne plus. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de la délocalisation du centre de gravité de la décision à Tel Aviv, j'irai plus loin. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas de le dire, le territoire marocain a été annexé, si vous voulez, est devenu un département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer de l'entité sioniste, malheureusement. Une base arrière, encore une fois, je l'explique, par un dessin beaucoup plus sibyllin, beaucoup plus pernicieux en matière de sécurité. Ce n'est pas une surprise de voir du jour au lendemain paraître ici et là des nébuleuses terroristes ou autres pour, encore une fois, maintenir cette région sous tension permanente, sous stress permanent. Quoi de mieux par la déstabilisation sécuritaire? Et c'est ce que le Maroc, nous l'avons vu à travers les frontières sud, et notamment avec le Sahara occidental, avec la Mauritanie, les différentes violations sécuritaires dont certains ont payé de leur vie, malheureusement certains frères algériens ont payé de leur vie, et c'est des actes qui bien évidemment ne resteront pas impunis, croyez-moi. L'Algérie l'a démontré à maintes reprises et est même revenu dans l'acte des diplomates assassinés lâchement au Mali. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement l'Algérie nouvelle met un point d'orgue sur cette équation parce que finalement c'est une équation qui implique tous les États de cette région, qui implique également aussi l'engagement de l'Occident, puisque l'Algérie et le Sahel est je dirais, une zone à risque en matière de terrorisme que l'Algérie essaye et pleinement, et je veux dire avec succès depuis des années par ses alliances, par ses coopérations sécuritaires, à maintenir cette région stable. Et d'ailleurs, c'est pourquoi par le témoignage de pas mal de pays occidentaux et de puissances mondiales, reconnaissent que l'Algérie aujourd'hui est un facteur, est un garant de stabilité dans la région, ce que le Maroc essaie bien évidemment de nier, je dirais d'une manière illogique, par des actes également, parce qu'il fait de ce qu'il sait faire de mieux, à savoir des actes de trahison, à savoir des manœuvres, je dirais, de son niveau pour pouvoir essayer, tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal, porter atteinte à l'Algérie et ses acquis. Donc, l'Algérie, parallèlement, continue son avancée. L'Algérie a même imposé un rythme soutenu que le Maroc n'arrive plus à maintenir, n'arrive plus, en fait, à accompagner par ne serait-ce que le développement, je dirais, national, donc interne, en matière de politique sociale, économique, mais également par la diplomatie, où nous avons vu effectivement l'émergence de plusieurs concepts diplomatiques, notamment la diplomatie économique, la diplomatie associative, la diplomatie de la société civile, la diplomatie même sportive récemment par les Jeux méditerranéens à Oran. C'est pour vous dire, il manquerait peut-être la diplomatie des minarets entre parenthèses pour aussi, je dirais, compléter la diplomatie du soft power de la diaspora à l'étranger et être encore une fois des ambassadeurs et puis surtout des leviers d'action dans les pays hôtes dans lesquels la diaspora se trouve. Donc c'est pour vous dire que ça fait beaucoup d'un coup et rapidement pour un Maroc qui titube, un Maroc qui est en posture de fragilité absolue, un Maroc qui essaye de se chercher tant bien que mal, un Maroc qui essaye de contenir une pression énorme sociale, une pression d'un peuple qui veut s'émanciper, un peuple finalement qui a été oublié, mis aux oubliettes, qui a été délaissé au profit d'un projet
finalement très flou à l'international, à savoir essayer tant bien que mal, encore une fois, de s'imposer comme un leader, comme une locomotive, mais une locomotive d'un train miniature, je dirais. Monsieur Bédis, il y en a beaucoup qui ont qualifié les propos de Boletta de lapsus révélateur, surtout dans ses déclarations dans lesquelles il a bien précisé que le Maroc partira très loin, aussi loin que possible dans sa politique de normalisation avec l'entité. Ce lapsus révélateur qui peut-être révèle l'occupation, comme vous l'avez si bien dit, il y a des analystes qui disent dans le monde arabe que nous avons peur demain de devoir faire des réunions pour demander la libération ou l'indépendance même du Maroc. Non, écoutez, Boletta, ce qu'il exprime au-delà du Du lapsus contrôle révélateur, c'est de Tel Aviv, hein. absolument. Au-delà d'un lapsus révélateur, aujourd'hui, à travers Boletta, le Maroc démontre qu'il est en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'a plus je dirais, d'éléments tangibles ou de facteurs tangibles, je dirais, sur lesquels il peut s'appuyer dans sa posture diplomatique ou dans sa posture en matière de, que ce soit d'ailleurs la cause palestinienne, mais surtout aussi en matière de ses relations avec l'entité sioniste. Lui, ce qu'il cherche, effectivement, c'est d'essayer on va dire, de maintenir une espèce de posture, de maintenir une espèce de crédibilité à l'international. Encore une fois, si par un pacte avec le diable, et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, d'une manière dévergondée, je dirais, et il essaye, bien évidemment, par toutes les alliances, nous avons vu, hein, il y avait cette fameuse signature d'accord sécuritaire qui est une première dans le monde arabo-musulman, faite par un pays musulman avec une entité sioniste qui est l'ennemi d'abord de l'islam et l'ennemi également de tout projet qui pourrait, on va dire, faire valoir les droits du peuple palestinien, de la cause palestinienne. Donc c'est tout ça pour vous dire que c'est symptomatique, cette déclaration, de finalement cette déperdition de la diplomatie marocaine qui, encore une fois, essaye de se chercher, essaye de se trouver un modèle, plus ou moins un modus operandi qui essaye d'être cohérent, mais finalement qui est aux antipodes de la logique, qui est aux antipodes de la diplomatie. Même le monde occidental le reconnaît, effectivement, à travers que ce soit des organisations, des ONG, même parfois indirectement par des sources autorisées, je dirais via les médias, que le Maroc est en train de creuser sa propre tombe. Donc, pour la fin, au fait, tout ce topo nous mène à ce que le Maroc, au jour d'aujourd'hui, a passé une autre étape, d'une étape de traîtrise dissimulée à une normalisation et une traîtrise devant tout le monde arabo-musulman. Que pensez-vous de l'opinion publique à l'intérieur du Maroc aujourd'hui, du peuple marocain? Justement, effectivement, le Maroc aujourd'hui, je dirais le Makhzen, comme j'expliquais, est en roue libre, mais aussi reconnaît, admet qu'il est une espèce de certaine irréversibilité de la trajectoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire machine arrière et c'est pourquoi il est aspiré par la volonté de son allié ou je dirais de son donneur d'ordre aujourd'hui qui est l'entité sioniste. Donc c'est pourquoi il y a cette espèce d'incohérence. En parallèlement, bien évidemment, ce que j'expliquais en introduction d'ailleurs, le peuple marocain, le peuple frère, effectivement, à qui nous exprimons toute la solidarité et l'attachement, bien évidemment, dans ces circonstances assez délicates, assez sensibles, le peuple marocain essaye de faire face, essaye d'exprimer tant bien que mal, nous savons, dans un État policier, dans un État ultra sécuritaire, essaye tant bien que mal à l'ère de nouvelles technologies, des réseaux sociaux, à porter son message à l'international, à porter son message dans tous les pays, notamment arabo-musulmans, pour démontrer sa pleine désolidarisation, d'abord vis-à-vis de la cause palestinienne et de cet acte de trahison impardonnable et inqualifiable, mais également aussi, pour des raisons conjoncturelles internes, essayer d'exprimer son droit de vivre dignement, de vivre décemment par une redistribution des richesses équitable au peuple marocain, par une dignité, par des salaires en adéquation avec la fluctuation, en adéquation avec l'inflation, qu'elle soit d'ailleurs nationale, locale ou même mondiale, qu'on lui porte toute l'attention qu'il faut en ces moments durs, au lieu d'aller essayer de gagner des dividendes
vers un donneur d'ordre qui finalement vous méprise et finalement vous utilise pour des fins propres à lui, pour un dessein propre à lui, et non pas pour le peuple marocain, encore moins pour le monde musulman. Monsieur Bedis, pour le mot de la fin, l'Algérie prépare un sommet arabe avec des perspectives énormes, une unification, un règlement de conflits et surtout une remise sur le premier plan de la question palestinienne. De l'autre côté, il y a le Maroc qui prépare un sommet de la normalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le paradoxe des projets de deux pays. Un pays qui œuvre pour la stabilité, pour la paix dans le monde, pour la paix dans la région. Un pays qui œuvre pour fédérer le monde arabe, pour fédérer le monde musulman, pour en faire une, une chambre de caisse de résonance justement de l'intérêt des peuples arabo-musulmans. Un pays qui œuvre aussi à gérer tous les dossiers des pays amis. Va dire fidèle, avec un rapport de confiance réciproque, mais avec un certain pragmatisme pour ne pas tomber dans la naïveté absolue. Un pays effectivement qui joue son rôle pleinement aujourd'hui, cette Algérie nouvelle, qui s'introduit par la force des choses, puisque c'est un travail, une trajectoire de plusieurs années, plusieurs décennies pour cette indépendance. Nous avons hérité d'une diplomatie élogieuse, d'une diplomatie, je dirais, d'un autre niveau, qu'aujourd'hui l'Algérie essaye, dans un continuum, dans cette Afrique, dans ce monde arabe, musulman, d'apporter sa valeur ajoutée, sa plus-value. Et quoi de mieux que cette Ligue arabe, effectivement, mais on peut aussi aborder la Ligue, enfin l'Afrique comme aussi projet à terme, notamment par des actes francs de l'Algérie, rappelant qu'elle a été l'obstacle majeur d'une tentative d'émission, une tentative d'introduction ou d'intrusion, je dirais, de l'entité sioniste dans l'Union africaine. C'est pour vous dire que l'Algérie, effectivement, aujourd'hui, elle est considérée par pas mal de pays, notamment régionaux, mais continentaux, notamment en Afrique, comme ce garde-fou, comme ce bouclier qui est là pour effectivement donner un tempo, donner un rythme, donner une trajectoire, donner un cap. Elle n'a pas cette prétention de se substituer au pays, bien au contraire, elle qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des pays, mais par contre, elle se doit aujourd'hui qu'elle a cette ascendance, qu'elle a cette force, je dirais, naturelle, fournie par des acquis, notamment économiques, diplomatiques et politiques intérieures, de pouvoir donner un peu la direction, la bonne direction cette fois-ci. Donc oui, la Ligue arabe sera une fête arabe, sera un événement majeur pour effectivement réformer cette structure et lui redonner un peu l'âme qu'elle avait dans le temps par un projet panafricain, par un projet panarabiste qui met encore une fois le monde arabe, le monde musulman et notamment la cause palestinienne au centre de l'intérêt, au cœur de la décision. Et oui, merci Monsieur Bedi. C'est la logique des choses fait que un État ou une dynastie érigée ou édifiée par le maréchal Lyoté ne peut réussir. Nous vous remercions, Monsieur Bedi Srissa, notre expert en politique internationale, pour votre intervention. Et nous remercions aussi nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.